Les lieux de tournage, c'est toujours un peu étrange. Ils sont toujours différents de ce qu'on a vu à l'écran. Parce que faire des films, c'est avant tout tricher. Tricher avec l'espace, avec la lumière, tricher avec nos yeux. Avec la série des Virées Cinéma, nous partons à la recherche de lieux de tournage à travers le monde, pour essayer de comprendre comment les cinéastes ont pu nous faire rêver avec. Et comme les émotions, c'est toujours mieux quand c'est partagé, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. T'es occupé ou... Bof, bof. L'Irlande, l'île d'Émeraude. La sensation d'un mystère impénétrable. Un cinéma qu'on connaît sans trop le connaître, en fait. Beaucoup de noms, beaucoup d'images qui flottent dans nos esprits, et surtout, aujourd'hui, une terre de tournage qui est en train de devenir ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, une Nouvelle-Zélande. Là, on va marcher dans un piège à loup. Lui, c'est Mathieu Pradalet, créateur sur YouTube des émissions culinaires French Food Porn et Les Signatures de Jean Junior, l'une bourrée de fiction humoristique et l'autre de sensibilisation à l'éthique de l'alimentation, mais aussi auteur et musicien dans le projet de science-fiction Elements City. Et lui, c'est moi. Mon cher Mathieu, tu es vidéaste, tu es cuisinier, tu es musicien et tu es dingue de cinéma. C'est vrai. On va donc sillonner le pays en long, large et en travers pour aller retrouver des lieux de tournage de films irlandais et de films pas irlandais. Quand je te dis cinéma et Irlande, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément? Alors déjà, j'ai une espèce de millefeuille culturelle qui surgit. C'est un peu spécial parce que le film qui me vient à l'esprit, c'est Ennemi rapproché avec Brad Pitt et Harrison Ford. Pourquoi celui-là en particulier? Je crois que quand j'étais adolescent, ça m'avait marqué cette histoire de l'IRA. Et ça a été tourné en plus ça, en partie dans une ville dont j'ai oublié le nom en Irlande et à Dublin aussi. D'accord, ok. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Depuis que l'écrivain James Joyce a ouvert la première salle de cinéma du pays, le Volta en 1909, le cinéma irlandais a connu bien des évolutions. Divisé entre une république indépendante depuis 1922 et une province au nord toujours rattachée au Royaume-Uni, ce qui a créé une source inépuisable de tension, il a toujours reflété une histoire complexe, ce qui rend son essence assez difficile à saisir. You know, a lot of the time we ask all this question, Irish, and it's a mantra of, to me, lack of self-possession and lack of self-centeredness. You know, we're always trying to figure out our identity, because somewhere really deep down where we feel maybe we don't have one. D'un côté, on a une hargne quasi documentaire, qui puise souvent dans le thème de la pauvreté, mais aussi bien sûr dans les événements tragiques au nord. De l'autre côté, on a un classicisme à la saveur assez hollywoodienne, on va dire, faute d'un meilleur mot, avec des films comme Michael Collins par exemple, qui racontent le destin du fameux indépendantiste irlandais. Et au milieu, forcément, des films feel good, de l'animation, quelques ovnis, etc., etc. Ça foisonne forcément pas mal. Bon, l'idée ici, ce n'est pas de refaire un historique du cinéma irlandais, mais plutôt d'essayer de saisir l'atmosphère dans laquelle les tournages, quand ils viennent ici, puisent. Cette irlandité qui est à la fois évidente et impossible à définir. Cette chose impalpable qui émane des lieux et de leur histoire, et qui, bien canalisée, crépitera à l'écran. Parce que chaque lieu possède une énergie particulière, et les cinéastes, en quelque sorte, en deviennent les réceptacles. Et comme bon point de départ, on a Dublin. Let's go. Dublin, qui au cinéma peut difficilement jouer autre chose que Dublin, tant elle dégage quelque chose d'unique. Son architecture, ses allées mystérieuses, son ambiance cosy, son romantisme brut. Donc forcément, quand on compare Dublin à ses apparitions à l'écran, souvent c'est assez difficile d'être dépaysé. Bon, à part Transformers 5 qui prend la bibliothèque de Trinity College et la colle à Londres, voilà. Mais contrairement à des endroits comme Casablanca ou Vancouver, qui passent leur temps à incarner d'autres villes qu'elles-mêmes, Dublin est filmé l'essentiel du temps au naturel. Et à ce niveau, l'Oscarisé One c'en est un exemple un peu extrême, bon, mais un bon exemple tout de même. Acouphène. Donc ça fait quelques heures qu'on marche à Dublin là. Comment, si tu veux faire des images, comment tu filmerais cette ville? Qu'est-ce que ça t'inspire? Le faire au feeling, c'est-à-dire qu'on se déplace dans la ville, de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, il y a des surprises à chaque coin de rue.
Et je pense que c'est la meilleure manière d'appréhender un lieu. Donc tu serais plutôt genre caméra à l'épaule quoi. Il y a un côté à Dublin notamment qui est très cosy, qui fait un peu cocon. Tout semble très arrondi, très vert, ce qui fait qu'il n'y a pas de grandes lignes de fuite à filmer pour donner un truc un petit peu vertigineux, j'ai l'impression. Dublin réserve quand même quelques surprises de taille, comme par exemple Henrietta Street, une rue complètement atypique qui date du XVIIIe siècle, et qui au détour d'un coin surgit littéralement comme un diable hors de sa boîte. C'est quand même dingue. Cette rue, elle a autant séduit la sombre série Penny Dreadful, c'est là où le personnage de Timothy Dalton habite, et ce bâtiment là d'ailleurs, il n'existe pas, hein, la rue elle continue à travers, que le cinéaste John Huston, quand il a tourné Les gens de Dublin, son film adapté de la nouvelle du même nom de James Joyce. Ça évoque le mystère quand même, cette rue. Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin d'attendre la nuit pour que le mystère soit là. Il y a tout qui est oppressant, les réverbères en plus, les barrières qui sont défoncées, la rouille, les façades qui ont un petit peu noirci, il y a tout ce qu'il faut là. Quand on fait des tournages et qu'on cherche à avoir un plan parfait, le matériel a changé, c'est sûr, mais il y a toujours cette recherche du plan que la personne qui avait créé le script, voilà, ou l'histoire à la base, avait en tête. Et cette difficulté-là, on ne la ressent pas forcément. Et en allant sur les lieux comme ça, eh bien, ça saute aux yeux, quoi. Là, avec ce que vous avez tenté d'avoir avec Jimmy, à retrouver exactement le plan qui a été tourné, je vous ai vu en train de galérer avec la distance, avec le choix de l'objectif. Et là vous vous dites, mais bon sang, mais c'est quoi ces histoires de focale? Ou pas, hein, mais bon, on va dire que oui. Mathieu? La focale ou distance focale, c'est l'un des aspects les plus importants d'un objectif. Alors, je vais vous épargner les explications trop techniques, hein, juste pour vous montrer que l'image captée à travers la lentille s'entrecroise avant d'atteindre à l'envers le capteur de la caméra, là. Ouais, alors on avait dit pas trop technique. Silence. Et la distance focale, eh bien, c'est ça. Pour faire très simple, plus la focale est dite courte, plus l'image sera ample, avec un champ très large jusqu'à être parfois déformé. Et sur les gros plans, ça peut donner ce genre de truc. Par contre, plus la focale est dite longue, plus les perspectives seront écrasées. Mais un exemple valant mieux que n'importe quel blabla, voici deux plans où François et moi sommes dans le cadre avec une proportion qui reste à peu près la même. L'un est filmé avec une focale courte et l'autre avec une focale longue. C'est moi le décor s'est rapproché de nous. Voilà, je pense que c'est toi. Avec une focale courte, il faut que Jimmy nous filme d'ici. Avec une focale longue, par contre, il va être là. Et comme vous voyez, les plans ont beau avoir l'air similaires, le rendu n'a pas grand chose à voir. DJ Watson est dans la place. Et si on vous parle de tout ça, c'est parce que le choix des focales est essentiel. Ça, c'est un petit peu comme pour un peintre à chercher la bonne couleur qui va être utilisée. Voilà, à savoir qu'est-ce que je vais prendre comme objectif ensuite pour le plan. Quand on essaie de recréer des plans, c'est la première question qu'on se pose. À quelle distance est-ce qu'on se place et avec quelle focale? Parce qu'en distordant l'espace, les focales racontent quelque chose. Prenons Excalibur de John Borman, avec la scène du duel entre Lancelot et Arthur. Une scène qui a été tournée d'ailleurs à la cascade de Powerscourt, pas loin de Dublin. Un lieu qui, en presque 40 ans, n'a pas vraiment changé. À part la végétation, ça a poussé un tantinet. Et d'ailleurs, au passage, la série Viking a aussi tourné ici. Bon, en même temps, ils ont tourné un petit peu partout dans le coin. Bref, quand Arthur et Lancelot sont à cheval, on est sur un moment mythifié, très figé, comme dans un tableau. On est donc sur des focales assez longues, avec des perspectives très écrasées. Ce qui fait que même sur les gros plans, on a l'impression d'être à distance, comme si ce monde féerique était hors de portée. Mais dès qu'Arthur tombe au sol, sa dignité en prend un coup, et la caméra se rapproche, les focales deviennent plus courtes. On est à hauteur d'homme, avec un côté plus direct. Avec un simple changement de focale, le feeling entier du combat change, et la rage d'Arthur devient plus tangible. On est côte à côte avec lui, dominé par Lancelot. C'est beau, putain. Et on en revient donc à l'essentiel, l'image, racontée par l'image. Et bon Dieu, quelles images! Les grands espaces, des reliefs accidentés, un ciel qui inonde la rétine, un verre tellement ahurissant qu'il en devient irréel. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Sans rire, prenez Le Roi Arthur de 2004, la version d'Antoine Dragé-Fuca, qui a largement été tournée ici.
Le vert déteint sur tout, mais vraiment sur tout, même les peaux ont l'air vertes. Il y a vraiment des moments où j'ai l'impression que c'est faux, tellement que c'est beau, que c'est composé. L'Irlande de carte postale s'est d'abord faite connaître par des cinéastes étrangers, comme John Ford par exemple, avec The Quiet Man. Histoire oscarisée d'un boxeur qui retourne au bercail. Vous êtes en retard. Mais ça, c'était avant que les productions locales ne s'affirment à travers le monde. Et à ce niveau, les années 90 ont été particulièrement importantes. Dans le sillage des 2 Oscars de My Left Foot de Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis and My Left Foot. l'histoire vraie d'un artiste handicapé, de plus en plus de films marquants sont produits, comme Les Commitments, The Crying Game, Au nom du père, Angela's Ashes, ou encore un peu plus tard, Le vent se lève de Ken Loach. Des films qui sont pour la plupart surtout urbains, mais qui donnent aussi un aperçu plus réaliste de la campagne irlandaise. Mais l'autre Irlande, c'est celle de l'imaginaire, celle des mythes. Une Irlande qui doit beaucoup au plus irlandais des cinéastes non irlandais. John Borman, qui a tourné donc Excalibur en 80, sa version des légendes arthuriennes, ainsi que l'incroyable fête du slip psychédélique, Zardoz en 73, un délire post-apocalyptique où le velu Sean Connery infiltre la classe dominante des restes de l'humanité. Et forcément, vu mon amour pour ces 2 films, un crochet par le lac de Loch Tay s'impose, à 1 heure en voiture au sud de Dublin. Un lac que Borman a exploité sous toutes ses coutures. C'est déjà le lac de la Dame du Lac, hein, à côté duquel trône aussi Camelot. Et d'ailleurs, le fait que l'épée titre ait un éclat vert irréel n'a bien sûr rien d'un hasard, mais c'est aussi le lac que survole la tête géante courroucée du faux dieu Zardoz, à côté duquel Sean Connery fait la rencontre d'un éternel. Et quand on sait ça, on ne voit plus que ça. Mais au-delà de sa campagne familière, l'Irlande regorge aussi de lieux visuellement improbables, voire carrément lunaires, comme la formation volcanique de la Chaussée des Géants à l'extrême nord, qui a autant attiré les caméras de Hellboy 2 que celles de Dracula Untold. Même si franchement, le film est tellement sombre et retouché que reconnaître le lieu, c'est un peu galère. Attends, c'était là ? Ou encore, on a The Dark Hedges, une allée d'arbres à 1 heure au nord de Belfast, qui a un look plutôt bortonien, on va dire. Une allée qu'on voit déjà à la fin de la saison 2 de Game of Thrones, avec ce joli plan large sous la canopée, qui fait bien ressortir les formes torturées, mais aussi dans cette purge de Transformers 5, le flashback où Merlin est bourré, avec ce plan en longue focale qui donne au bois un côté très imposant et menaçant, comme si les branches étaient collées à Merlin. Et c'est à peu près les 2 seules manières de magnifier ce lieu, en fait. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai, il est pas franchement impressionnant. En plus, c'est pas du tout dark, hein. C'est absolument pas dark. Ouais, parce que c'est la journée, merde. Donc, faut tricher. Et coller de la brume. En cas de doute, coller de la brume, ça marche toujours. Là, on est en Irlande du Nord et on sait que l'Office de tourisme a estimé à 30 millions de livres les retombées économiques par année de Game of Thrones sur le pays, ce qui est énorme. On sait que l'Irlande offre des facilités pour certaines grosses compagnies, que ce soit Apple, Google, etc. Mais ça fonctionne aussi pour les films et que ça, bien sûr, ça nourrit l'économie locale. Pour eux, c'était extrêmement bénéfique. Comme quoi, l'imaginaire a un impact très concret sur l'économie d'un pays. Depuis la fin des années 90, l'Irlande a mis en place un allègement de taxes qui représente parfois le tiers des budgets de production, ce qui est énorme. Et forcément super attractif pour les productions internationales, qui viennent de plus en plus braver le temps capricieux. Et surtout braver les midges, des saloperies de petits moucherons vampires de l'enfer qui rôdent partout. Ah, mais c'est fou, ça bouffe les moucherons. Mais normalement non. Ah mon dieu. Les châteaux. C'est beau les châteaux, non? Eh bien l'Irlande, figurez-vous qu'elle en a tout le tour du ventre. Sans surprise, depuis des décennies, beaucoup de productions les ont exploités, en leur faisant d'ailleurs souvent jouer des châteaux étrangers. Ce qui est d'ailleurs plutôt rigolo, quand on se rend compte qu'un même château apparaît dans plusieurs films, comme celui de Cahir par exemple, qui joue à la fois le camp de l'armée prussienne dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick, et le château de Léo Dagan dans Excalibur, le château qu'Arthur va secourir juste après avoir retiré l'épée. Et en fait, il y a tellement de petits reliefs dans ce château que dès que tu bouges un tout petit peu l'angle de caméra, c'est plus du tout la même silhouette qui se dessine sur l'horizon. Ouais, parce que entre le plan de Barry Lyndon et celui d'Excalibur, il y a juste quelques mètres d'écart en fait. Mais autant grâce à l'angle de caméra légèrement différent qu'à l'habillage des plans, le rendu est bien différent. Comme quoi...
on peut se rendre compte que t'as pas le droit ici de faire des tractions dorsales avec une scie sauteuse de plus de 15 mètres. Mais filmer un château, aussi beau soit-il, eh ben généralement c'est pas super intéressant. C'est souvent joli parce que le lieu est joli, pas parce que la mise en scène est particulièrement inventive. Et les fictions historiques étant pour la plupart assez académiques, forcément, bah ça n'aide pas. Bon, pour Barry Lyndon, le cas est un peu particulier. L'exploit technique, on le retrouve plutôt sur l'éclairage des intérieurs à la bougie, grâce au directeur de la photo, John Alcott, qui avait récupéré des objectifs spéciaux de la NASA. Et oui. Mais la mise en scène de Kubrick se focalise avant tout sur l'humain. Sublimer les châteaux, bah, c'est pas vraiment son problème. En même temps, encore faut-il que ça aille avec le propos du film. Comme par exemple dans le récent et très original, La Favorite de Yorgos Lanthimos, où les très courtes focales déforment les lieux, qui deviennent aussi étranges que les personnages sont grotesques. En fait, plus un lieu a une identité visuelle forte, plus se l'approprier à l'écran devient difficile. Difficile de ne pas suivre ses lignes, sa symbolique, sa saveur, et encore plus quand il s'agit d'une construction humaine, qui a été portée par une véritable intention. Du coup, assez souvent, les cinéastes choisissent ces lieux parce qu'ils correspondent déjà à leur vision. Cela dit, notre périple nous a amené 2 surprises de taille. 1. Le château de Trim, à 3/4 d'heure en voiture de Dublin, que Mel Gibson a choisi pour incarner la ville anglaise de York dans Braveheart. Oui, un film sur un héros écossais tourné en Irlande pour figurer un lieu anglais, je vous raconte pas le scandale à l'époque. Et surtout, je vous raconte pas comment on a galéré pour retrouver ce plan. Et la raison est simple, cette structure-là, elle n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus. Ouais, la production l'a construite entièrement en fibre de verre, puis détruite. Du coup, ça c'est vrai, et ça c'est faux. Et avec les arbres savamment placés, ben, ça a le mérite de cacher les habitations modernes juste derrière. Habile. Et 2, le château de Ward, en Irlande du Nord, à 50 minutes en voiture à l'est de Belfast. On est où? On est où? On est où? Devinez où on est? À Winterfell. Et oui, c'est donc le château que la production de Game of Thrones a utilisé pendant les 3 premières saisons pour figurer Winterfell, le fief des Stark, avant d'avoir les moyens de tout reconstituer de leur côté. Si on avait été parachuté là-dedans sans savoir ce que c'était, jamais on aurait capté que c'était Winterfell. Prenez cet angle, il correspond à ce plan. Ouais. Ah ouais, non mais même en revoyant le truc, perso, ça me... Ouais. Si on fait un 360 sur nous, il n'y a pas un seul morceau de bâtiment qui n'a pas été exploité. Là, on a vraiment affaire à un équilibre quasi parfait entre le bâtiment d'origine, une partie du décor qui est construite de toutes pièces, et de la greffe numérique plutôt subtile, avec cette tour dupliquée, et la structure en pierre au-dessus de la porte. Voilà, ça c'est la partie la plus en dur de Winterfell, que vous verrez jamais. Voilà, je touche Winterfell. Du coup, la question se pose. Quand on change un lieu à ce point, et particulièrement à une époque où les retouches numériques sont devenues aussi performantes, qu'est-ce qui justifie encore d'aller sur place, au lieu de tout recréer de A à Z? Un château reconstitué. Amener tout un set de tournage des acteurs sur un lieu, c'est un impact carbone qui est gigantesque. On a vu que la fiscalité attractive jouait pas mal, mais les raisons sont aussi parfois créatives. Il y a aussi peut-être cette idée d'être influencé par l'histoire, par les lieux, parce que des créateurs d'effets spéciaux, plutôt que de partir d'une page complètement blanche, avoir une fondation, un squelette qui a été capté sur place, ça peut donner ensuite libre cours à une création avec encore plus de richesse que s'ils étaient partis de rien. Ah putain, je suis trop vieux, je suis soufflé. Comme quoi, l'interaction réelle avec un vrai décor, sa lumière, son feeling, même aujourd'hui, ça reste indispensable. Qu'est-ce que... Parce que oui, l'Irlande c'est aussi sortir de ses acquis. Et on ne pouvait simplement pas ne pas passer par 2 lieux de tournage assez étonnants. Première halte, la plage de Curracloe, là où Steven Spielberg a tourné le débarquement d'Omaha Beach, qui ouvre Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, contre toute attente, c'était là. Et quand on pense à la séquence, bon, les premiers mots qui viennent à l'esprit, c'est plutôt ça. L'oppression, le désespoir, la mort, visuellement il y a quelque chose d'extrêmement désaturé. Je sais pas pour toi, mais j'avais l'impression que dans le film, la plage était beaucoup plus longue. Parce qu'en fait, ils galèrent pendant 20 minutes pour avancer pas à pas, mètre à mètre, et c'est juste un calvaire absolu parce qu'ils sont canardés par les nazis. Donc t'as l'impression forcément que la plage est très longue, alors que pas du tout. Et là, donc, on a, je sais pas, quoi, 30 mètres?
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Spielberg voulait vraiment un temps dégueulasse pour accentuer l'ambiance horrible et garder une lumière homogène pendant toutes les prises de vue. Il est venu en Irlande pour ça, hein, l'Irlande, et il s'est retrouvé avec un temps, superbe. C'est ça le karma. Et deuxième halte, l'hôtel de Parnassia, à la pointe sud-ouest de l'île, où Yorgos Lanthimos a tourné une grande partie de The Lobster, son ovni d'anticipation où le célibat est interdit. Et c'est tout. Regardez The Lobster, c'est vachement bien. Moi j'y retourne. Qu'est-ce qui fait une terre d'imaginaire? En à peine 10 ans, l'Irlande s'est complètement réinventée au cinéma et dans les séries, à travers toutes sortes de visions créatives. Et c'est assez fascinant de constater que certaines productions iconiques arrivent pile au bon endroit et au bon moment pour fixer un lieu dans notre esprit. Skellig Michael, par exemple, une île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se trouve au large de la pointe sud-ouest du pays, et qui est à tout jamais associée à Star Wars 7 et 8. Une île belle mais austère, qui a abrité au Moyen-Âge un monastère chrétien, et plus récemment, un Jedi isolé. Quitte à attirer un cinétourisme massif qui, hélas, a de grandes chances de l'abîmer. Et le fait est qu'à présent, pour le grand public, le look si particulier de Skellig Michael a véritablement fusionné avec une œuvre. Ce qui rend certains lieux très connotés et difficiles à utiliser pour d'autres productions derrière. En fait, c'est presque un hold-up sur nos imaginaires, comme si certains lieux, symboliquement, se retrouvaient cannibalisés. Est-ce qu'il y a une question de légitimité par rapport à une œuvre? Est-ce qu'un film a le droit de dire que ce lieu m'appartient? Je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est une question de génération de spectateurs, de temps, que c'est des choses qui s'érodent. Et l'Irlande, je crois qu'elle nous rappelle ça en permanence, c'est-à-dire qu'on est à un endroit, le temps passe et on est quelque part juste des spectateurs et tout ça va changer dans 20 ou 30 ans. Toutes les références qu'on peut avoir, qui sont des références très importantes pour nous, vont peut-être complètement disparaître. En fait, avec son équilibre assez dingue entre réel et fiction, ses grands espaces irréels et les tirs croisés de Star Wars et Game of Thrones ces dernières années, l'Irlande fait aujourd'hui penser à un autre pays qui, il y a 20 ans, a connu un rouleau compresseur assez similaire, qui a profondément transformé son image et son économie. Là pour le coup c'est vrai que l'Irlande, si on la confronte à ce qu'elle offre comme lieu de tournage, on pense directement à la Nouvelle-Zélande. Et forcément, l'effet locomotive de ce genre d'œuvre est difficile à anticiper. La manière dont elles marqueront les esprits, les lieux, leur temps. Ce que l'Irlande nous montre avant tout, c'est que l'imaginaire, en plus d'avoir un impact très concret, est une marmite en constante ébullition. J'ai l'impression d'avoir vu des choses qui auraient eu un impact sur moi si je les avais vues comme ça en tant que promeneur, mais qui, avec cette expérience de spectateur en amont, m'ont donné un impact que j'aurais jamais eu sans. Le monde de l'imaginaire est comme un prisme, à travers lequel on découvre les richesses du nôtre différemment. Et c'est peut-être pour ça qu'on a toujours besoin de toucher les lieux. Le rapport au toucher est très important. Pour ne pas se perdre entre les deux. Attention et attention et attention et action! J'aime beaucoup la Californie.